Donc bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Je vous présente Clément. Je vais te laisser te présenter. Ça marche. Du coup, ouais, donc, je suis Clément, Clem Newter sur les réseaux. Je suis illustrateur en freelance. Disons que j'ai toujours su que je voulais travailler dans les métiers de la création globalement, plus particulièrement de l'image. Donc j'ai essayé de faire des études d'art, ça s'est pas fait. Enfin voilà, le cursus scolaire a fait que ça a pas matché. J'ai fait de la fac d'anglais, j'ai fait du BTS enfin voilà, plein de choses qui ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, je me suis retrouvé je me retrouve aujourd'hui illustrateur indépendant et graphiste. Voilà, globalement, pour présenter un petit peu Ouais, rapidement. c'est déjà pas mal. Situation, donc en fait, on s'est Mhm, rencontrés au Festival de Cannes c'est ça. et je t'ai découvert sur un stand où il y avait la boîte de jeux de société La Colline au Feu Follet Mhm, et que toi, tu as été l'illustrateur c'est et ça. que ce jeu de société, il a été Ouais, il a été nominé nominé, aux pardon. As d'Or. Il a pas eu le prix, mais oui, il a été nominé et c'était déjà. Enfin, je dis déjà, non, c'était exceptionnel, quoi. C'était une expérience exceptionnelle. Moi, c'était mon tout premier projet dans le jeu de société, d'illustrer une boîte de jeu. Et puis ben voilà, enfin, ça m'est tombé dessus comme ça. On m'a appelé en me disant déjà le jeu marche, le jeu plaît. C'est pas moi qui ai créé le jeu, hein. Je pense que c'est important de le préciser aussi. Mm. C'est un jeu qui a été créé par Jan Spitter, qui est un créateur de jeux allemand. C'est édité chez Amigo à la base. Et en fait, c'est alors comment on pourrait appeler ça? Une localisation du jeu, en fait. Mhm. Donc le jeu est sorti en Allemagne sous le nom de Zauberberg. Et en fait, c'est Gigamic donc, qui s'est occupé de la localisation française et qui a créé la version française du jeu, en fait. Et donc là, ils m'ont Mhm. contacté pour créer une nouvelle illustration pour la boîte de jeu. Et c'était incroyable de se retrouver sur ce projet-là, quoi. Bah ouais, c'est cool de commencer par les Ouais, jeux de société puis que t'es direct nominé. Et ouais, c'était très bizarre en vrai, hein. ouais. Bah, Vas-y, c'est vas-y, c'est excuse-moi. cool. Du coup, Ouais, je vais revenir un peu carrément. sur toi au niveau de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait Ok. comme étude? Si je reprends depuis le début, du coup, j'ai fait un bac L option art plastique. Le cursus normal quand tu veux faire de l'art, en fait, où tu te dis, bon, on part là-dessus. 3 ans de fac de langue, donc principalement anglais, espagnol, voilà. J'ai fait 2 ans de BTS communication. Et j'ai cherché du boulot à partir de là. Ça a été compliqué parce que j'essayais de rester dans le coin où j'étais. En fait, j'avais pas trop les moyens de bouger, pas trop l'envie non plus, à vrai dire. J'ai pas trouvé de boulot tout de suite. Et donc, du coup, je me suis formé au web design. J'ai suivi une formation à l'AFPA de web designer. Et en vrai, c'est peut-être la formation qui m'a le plus apporté dans le sens où moi, je touchais déjà à tout ce qui est suite Adobe, Photoshop, Illustrator, même montage vidéo, Premiere, After Effects. C'était déjà des logiciels que j'utilisais en fait. Mais la formation web designer, ça m'a permis de confirmer des choses que je pensais être vraies. Enfin, Mm. en gros, de confirmer ce que j'avais appris et aussi tout simplement, j'ai vraiment appris des choses euh, pendant la formation. J'avais jamais fait de web, par exemple. Et c'est vrai que du coup, web designer, ça m'a permis de au moins comprendre comment on monte une page internet, comment ça fonctionne. J'ai vu le HTML, le CSS, donc qui sont les deux langages de base quand tu veux monter quand tu veux monter un site. Et j'ai entreaperçu, on va dire, on a bien survolé à ce niveau-là, mais on avait aussi du PHP, donc qui est plus du langage serveur, qui va te permettre de communiquer avec des bases de données, des trucs comme ça. Donc tout ça, je l'ai survolé, mais en tout cas, je suis sorti de cette formation en me disant, ok, là j'ai un vrai bagage. J'en suis Mm. sorti en me disant, ok, là je suis légitime à bosser au moins en tant que graphiste. Donc j'ai pas trouvé de boulot dans le web design parce que c'est des postes qui sont assez bouchés et assez sélectifs, on va dire. Mais par contre, ça m'a permis de trouver du boulot en tant que graphiste. Donc j'ai bossé dans une association qui était une association d'insertion professionnelle et en fait, ils avaient un bureau multimédia qui faisait de la communication pour des commerçants émergents. C'était des commerçants qui n'avaient pas nécessairement énormément de budget et tout ça. Donc c'était un aspect qui ne nous regardait pas, en fait. On faisait notre travail de graphiste normalement. Mais voilà, on rencontrait donc du coup des nouveaux commerçants qui avaient besoin de communication, qui avaient besoin d'identité visuelle et tout ça. C'était une super expérience parce que du coup, on rencontrait des gens qui étaient super motivés par leur projet, qui n'avaient pas nécessairement un gros capital derrière, qui n'avaient pas un, c'était pas des grosses entreprises en fait. On bossait vraiment avec des gens.
Et ça, cet aspect-là, c'était carrément, carrément génial. Et par la suite, j'ai travaillé donc à Nausicaa, le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer, qui est alors je vais grossir le trait, mais en gros qui est un aquarium, mais qui est aussi un centre de recherche sur la mer, un centre de préservation et tout. Enfin, pareil, une super expérience. J'y ai bossé un petit peu moins d'un an et demi en tant que graphiste. Et je dirais que c'est ma première expérience d'entreprise, vraiment. L'association dans laquelle je bossais avant, il y avait quand même cette ambiance très euh, familiale, entre guillemets. En fait, on avait ce truc assez. Je suis désolé, j'ai un chien. Pas de souci. Donc ouais, mon expérience à Nausicaa, c'était vraiment ma première vraie expérience en entreprise. Ça a été super formateur. Ça a été aussi, j'allais dire, ouais, aussi difficile que formateur en fait, parce que faut se positionner en tant que professionnel. Quand tu arrives, tu te fais embaucher et tu te dis, bien, je pensais jamais que j'aurais le poste en fait de base. Mais non, c'était vraiment une super expérience. J'ai rencontré des gens super aussi. Et en fait, c'est le fait de. Mais j'ai toujours eu cette envie en fait de me mettre à mon compte quelque part, de créer mes Mhm. propres choses, voilà. Et donc, tout simplement, désolé. Et donc, tout simplement, je me suis lancé à mon compte donc début 2020. Ok. Et du coup, comme vous le savez, ça a été un très mauvais timing. Ouais. Voilà, donc fin janvier 2020, je me mettais à mon compte et en mars, ben voilà, on a eu le Covid qui nous est tombé dessus. Donc ça a été une période un peu maigre, un peu pour tout le monde, hein, pour tout le monde et même plus pour d'autres que moi, on va dire. Euh, mais voilà, donc je me suis mis en route tout doucement en tant qu'indépendant. J'ai eu des petits contrats. Je dirais que ça a commencé à se développer hum, vers juin, juillet. Donc j'ai quand même eu une période un petit peu comment dire, de rien, Mhm. un petit peu sur tous les aspects en fait. Euh, et en fait, non, ça a démarré tout doucement. Et ce qui m'a vraiment permis d'adopter un rythme de travail, c'est de me lancer sur Twitch. Que je suis toujours sur Twitch d'ailleurs. Mais je me suis lancé sur Twitch en octobre, si je dis pas de bêtises, octobre ou novembre 2020. En termes de travail, ça a été une vraie révélation parce que ça me forçait à adopter un rythme, ça me forçait à produire, en fait, même si j'étais pas toujours satisfait de ce que je faisais à ce moment-là, mais il y avait C'était un moteur. En fait, ça a été vraiment un moteur dans ma façon de travailler. Et ça a été aussi l'occasion d'avoir des opportunités. J'ai rencontré des gens qui, voilà, qui parlaient à des proches à eux, qui parlaient à des connaissances. Je connais un illustrateur, il est sur Twitch, il fait du travail sympa. Voilà. Grâce à Twitch, je me suis retrouvé à avoir du vrai contrat en fait. Enfin, ce que j'appelle du vrai contrat, c'est bête, mais dans le sens où il y avait vraiment des projets, il y avait, je vais te donner des exemples tout bêtes. J'ai travaillé avec un boulanger par exemple Mhm. qui était le cousin d'un mec que j'ai rencontré sur Twitch. Enfin, ça a été tout un quelqu'un que j'aurais jamais rencontré sans Twitch en fait, et qui m'a contacté, qui m'a dit je vais ouvrir une boulangerie, est-ce que tu peux me faire une identité visuelle? Bah, c'est bête en fait, mais c'est des choses qui marquent dans le sens où on te fait confiance en tant que professionnel. Mhm. C'est des contrats c'est les premiers contrats où tu te dis ah ok donc je suis vraiment légitime à bosser là-dedans. Mhm. Donc j'ai fait ça, j'ai fait de l'identité visuelle pour pas mal de monde en vrai. J'ai eu en fait des petits contrats, mais des petits contrats qui me confortaient dans le fait que j'étais à ma place, en fait. Donc j'ai travaillé avec d'autres streamers. J'ai fait de l'identité visuelle de stream. Moi, à côté de ça, j'ai énormément travaillé de l'illustration. Mais la plupart de mes streams, de toute façon, étaient des lives autour de l'illustration. Savoir que j'aime faire plein de choses en illu, donc c'est pas toujours facile de se donner une direction. Des fois, on part sur quelque chose et en fait, on se dit, ah non, pas du tout, on va partir sur autre chose. Enfin, c'est un milieu qui, quand on n'a pas nécessairement comment dire, euh, j'avais pas de patte précise en fait. C'est-à-dire que si les gens me contactaient, ils avaient vu des choses que je savais faire, mais je me suis jamais bloqué dans une direction. Je me suis jamais dit, ok, c'est ça que je veux faire tout le temps, c'est ça que. Mhm. Voilà. Je sais que j'ai une façon de faire. Mais si tu regardes mon Insta par exemple, tu vois que c'est assez varié. Mhm. Donc Ok. voilà.
je Et du pense coup, aussi. en tant qu'illustrateur, parce que maintenant on Mhm. peut le dire, tu es illustrateur et graphiste, Oui. Mhm. donc tu as rencontré, à mon avis, beaucoup de professionnels de différents milieux. Ouais. Et je voulais rebondir aussi sur tes contrats. Au début, ça devait être des contrats de 1 mois. Enfin, on s'en rend pas compte de la... Non, pas nécessairement. En fait, quand tu travailles en freelance, tu vas pas penser en termes de temps, à part pour la facturation, bah, ça c'est encore un autre sujet, mais tu vas vraiment penser juste en termes de projet. Donc moi, je travaille de chez moi. C'est pas, je suis pas amené, pas nécessairement amené en tout cas à être en présentiel. Et Mhm. c'est, voilà, on va me donner un brief, en fait, on va me donner un cahier des charges disant, voilà, je veux un logo, une identité visuelle, des overlays de stream, même juste une illustration. Et moi, ce que je demande, c'est le maximum de détails possible. C'est comment le client va visualiser bah, tout simplement ce qu'il attend de moi, en fait. Mhm. Donc, il y en a qui vont être hyper précis, et donc les contrats vont aller très très vite. Par exemple, j'ai bossé avec, comment il s'appelle? C'est Rebel Labs, il me semble, qui sont Mhm. des producteurs de contenu anglais. Ça, voilà, ça, par exemple, ça, c'est des contrats qui sortent de nulle part, et c'est grâce à Twitch. Et donc des producteurs de contenu vidéo sur TikTok, il me semble, principalement. Ils faisaient un petit peu de Insta, mais c'était surtout sur TikTok. Et on m'a contacté avec un cahier des charges de 4 pages, hyper précis. Mais le contrat était bouclé en 3 jours, Ouais. en fait. Le temps de se mettre d'accord, le temps de... Fidji! Je suis vraiment désolé, normalement il aboie plus là. Oui, donc voilà, donc j'ai bossé avec des Anglais, donc des producteurs de contenu anglais qui s'appellent Rebel Labs, il me semble. Et ouais, donc le cahier des charges était hyper précis, le contrat était bouclé super vite, et autant eux que moi, en fait, on était vraiment satisfaits du résultat parce qu'ils sont arrivés avec des idées très précises. T'as d'autres contrats qui prennent plus de temps, justement, parce que ça peut être plus flou. Donc moi, de mon côté, il faut que je fasse plus de propositions, faut qu'on recherche, en fait, tout simplement ce qui donnera le résultat final. Là, par exemple, j'ai bossé sur des étiquettes de bière. C'est c'est pareil, tu te dis, mais jamais je bosserai là-dedans, quoi, en fait. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est que du jour au lendemain, tu sais pas pour qui tu vas bosser, tu sais pas dans quel milieu tu vas te retrouver. Et, donc voilà, donc j'ai bouclé des illustrations pour des étiquettes de bière, et c'était trop bien, quoi. C'était du travail de longue haleine, parce qu'on a beaucoup cherché, mais c'est super intéressant, super formateur, et en fait, c'est un métier qui te pousse à apprendre vite. Mm. Et que tu es obligé de t'adapter vite aussi en fonction C'est du ça. profil et de ce qu'ils te demandent, quoi. Complètement, complètement, parce que t'es pas toujours préparé à ce qu'on va te demander. Ça m'est arrivé de refuser des contrats. Ça m'est arrivé de voir un brief et de dire, bah, je ne suis pas la bonne personne, alors que, sincèrement, en tant qu'indépendant, tu peux pas te permettre normalement de refuser du travail. Mais non, non, j'ai refusé des contrats parce que soit c'était complètement en dehors de mon scope de compétences. Par exemple, on m'a déjà contacté pour faire un clip animé pour un morceau. Moi, je fais un petit peu d'animation, mais je suis très amateur en animation, faut pas se mentir. Mais voilà, la personne, je l'ai redirigée, je lui ai dit, bah moi, je connais des animateurs, par contre, contactez-les. Voilà, eux, c'est sûr, ils feront du bon taf, quoi. Donc ouais, non, c'est un rythme qui fait qu'on est toujours un peu surpris de ce qui va arriver, de ce qui ne va pas arriver, parce qu'il y a des jours, il y a des semaines où il y a juste pas de contrat, en fait. C'est aussi le deal du freelance, c'est que faut s'en rendre compte. Quand tu travailles en indépendant, les gens vont se dire tu fais payer cher pour ce que tu fais. En fait, pas du tout. Quand tu démarches la moitié du mois et que tu galères, enfin, quand tu galères, tu peux juste des fois travailler uniquement la moitié du mois. Bah, tu te dis, ouais, mais moi, du coup, après, derrière, j'ai mes charges URSSAF à payer. T'as tout un truc, hein, on va pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que c'est une situation qui te force à te faire confiance, à ne pas se sous-évaluer, que ce soit en termes de compétences ou en termes de tarifs. C'est important c'est des vrais métiers. Enfin, c'est pas parce qu'on les fait de chez nous que ce ne sont pas de vrais métiers. Et ouais, non, ça te pousse à. Il faut se faire confiance et il faut. On est des professionnels, en fait. À partir du moment où on vend ce qu'on fait, c'est qu'on est dans le milieu professionnel. Oui, est-ce que tu comptes donc rester à travailler en tant que freelance ou est-ce que tu comptes créer ta boîte en tant qu'indépendant ou est-ce que tu comptes devenir salarié dans une boîte? Enfin, quelle est pour toi la suite? Alors, en l'état, les deux premières options que tu indiques sont la même chose, en fait. Donc, j'ai Ok, monté mon auto-entreprise. Donc, c'est une auto-entreprise, donc juste une ok. entreprise à une seule personne.
Donc je suis déclaré, j'ai voilà mes charges à payer, tout ça. Après, c'est vrai que je n'ai pas uniquement comment dire, de but dans le graphisme. Mm, Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire, il y a d'autres choses que j'ai envie d'exploiter. Globalement, ce qui me drive, c'est la création, c'est créer mm, des trucs. Je fais aussi de la musique, je me mets aussi à la vidéo. C'est mm, voilà, c'est des supports qui m'attirent, des supports dans lesquels j'ai envie de pouvoir me développer aussi. Est-ce que j'aimerais me faire embaucher? Oui, oui, parce que au final, freelance, c'est, bah, comme je te disais, c'est super, ça te permet de rencontrer des personnes, ça te permet de vivre des choses des fois assez folles. Mais c'est vrai que ça a quand même ce gros inconvénient de tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain, tu sais pas si tu pourras payer ton loyer le mois prochain. Enfin, voilà, c'est quand même des inquiétudes qui existent en fait. Donc même si j'adore ce métier, même si j'adore ce statut d'auto-entrepreneur, c'est une inquiétude. Et puis bah, j'ai quand même c'est bête, la pression sociale existe et bah, je viens d'avoir 30 ans. Et il y a quand même un moment où tu te dis, bah, j'aimerais bien pouvoir acheter une maison. C'est mm, bête, c'est très bête, mais je pensais pas que ce serait une préoccupation il y a encore quelques années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas le fait d'être propriétaire en fait qui me, je m'en fiche à vrai dire. Mais c'est plutôt de me dire, ok, je suis chez moi, je peux y faire ce que je veux. Je peux casser un mur si ça m'intéresse. Je peux, enfin, tu vois, c'est vraiment le fait d'être chez toi, d'en faire d'en faire ton chez toi, quoi. mm, Et moi, par exemple, un de mes objectifs, ce serait de pouvoir me faire mon propre studio d'enregistrement. Enfin, j'ai du matos, j'ai de quoi faire. Moi, j'ai mon home studio, je fais déjà de la musique depuis chez moi, mais c'est vrai que bah, en vivant en appartement, en ayant des voisins, tu es forcément confronté à des limitations. Tu peux pas te permettre, par exemple, de faire de la musique à 2 heures du mat ou enfin des trucs comme ça. Il y a quand même cette envie d'avancer à ce niveau-là, bah, tout simplement de développer d'autres choses que j'aime faire en fait, parce que je sais que là, le fait d'être en location, c'est une limitation en soi. J'ai interviewé Christine, donc une autre illustratrice, où Ok? elle me disait qu'elle avait pas mal de contrats. À chaque fois, elle a 3 ou 4 contrats en même temps. Mhm. Donc, bah, c'est dur à gérer, et qu'elle travaille beaucoup. Et du coup, elle, son objectif, c'est d'avoir des vacances, de pouvoir prendre du temps pour elle. Ok. Elle n'arrête pas. Mais c'est vrai qu'elle est indépendante parce que en fait, elle me disait si j'aurais pu être salariée, je l'aurais fait directement. Mais elle me dit Mhm. en fait, en tant qu'illustrateur, c'est compliqué d'être Oui. salarié. Et puis je lui dis, bon, d'un côté, c'est bien parce que quand tu es indépendant, ben, d'un côté, ça te forme, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, pour moi, les deux aspects du travail sont formateurs. Le fait de bosser en entreprise et le fait de bosser en indépendant t'apprennent des choses complètement différentes. Je Mm, sais que si j'avais pas du tout travaillé en entreprise, il y a des réflexes que j'ai en tant qu'indépendant que je n'aurais pas. Et ce serait un problème, du coup. J'ai eu des périodes comme ça où tu te dis, ok, je suis vraiment en train de beaucoup travailler et où tu attends juste la calmie. Tu attends juste de finir les contrats, que ça se pose. Là, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'était pas la surcharge monumentale, mais c'est vrai que ça a été une période un peu chargée là ces derniers mois. Donc là, je me suis pris quelques jours. Bah, en fait, j'ai tout simplement profité des vacances scolaires parce que ma compagne est professeure des écoles, donc je me cale un petit peu sur son rythme aussi. Moi, le rythme me convient, même quand il y a beaucoup de boulot, en fait, c'est quelque chose que j'aime, en fait. Enfin, les moments d'inactivité, pour moi, c'est les plus durs à vivre. C'est mm, quand t'as démarché, quand t'as envoyé tous les mails que t'avais envoyés et que t'as pas de boulot. mm, Il y a quand même une sorte d'angoisse. Alors, ça fait que je ne fais pas rien, en fait, je produis des choses pour moi, du coup. Mais tu sais que, bah, encore une fois, c'est pas ça qui paiera le loyer le mois prochain, c'est pas ça qui. mm. Ah, on aimerait vivre dans un monde où l'argent n'est pas aussi important, quoi, mais C'est toi qui détermines le contrat et combien t'es payé ou comment ça se passe? c'est ça. Ouais. En fait, moi, quand on me contacte pour un projet, c'est pour ça que je demande au client de définir le projet le plus précisément possible. Moi, ça me permet en fait d'évaluer le temps que je vais passer dessus, les ressources dont je vais avoir besoin pour le mener à bien. Et moi, je propose un devis. C'est voilà, moi, le devis est le plus précis possible. J'explique en gros pourquoi ce devis. Et puis après, ben, soit c'est validé, ça passe en facture, soit il y a négociation. Enfin, ça dépend des clients, ça dépend des ressources des clients aussi, évidemment. Mais ouais, bon, c'est moi qui définis mon tarif et c'est un tarif qui est plus ou moins universel en fait par rapport au métier d'illustrateur, graphiste en freelance. Et il y a des grilles tarifaires sur Internet. Moi, ça m'a beaucoup aidé, surtout au début où tu factures
rien du tout pour énormément de travail et où tu te dis, mais c'est bizarre, ça marche pas du tout le freelance, quoi. Même quand tu as du boulot, en fait, ça marche pas du tout. Non, non, il y a des tarifs, il faut, s'il y a des gens qui veulent se lancer, vraiment, renseignez-vous là-dessus avant, sous-évaluez pas votre travail, enfin, il y a des gens qui sont passés par là avant et qui ont justement préparé des outils pour se lancer. Donc ouais, non, faut pas avoir peur d'un devis. Le pire qu'on Mm. puisse dire, c'est non, c'est trop cher en fait. Donc faut pas, Mm. mais c'est pas facile. C'est jamais facile, ça l'est toujours pas pour moi, mais on essaye. Parce qu'en fonction du projet qu'on te propose, forcément, Mhm. ils vont pas te payer la même somme. Non, il y a alors pour moi, il y a deux choses. Il y a la nature du projet et il y a le client en lui-même. Alors c'est pas une histoire de facturer à la tête du client, c'est une histoire de, tu vas pas travailler au même tarif pour une association, par exemple, que pour une grosse entreprise qui brasse des millions. Enfin voilà. J'ai jamais eu cette honneur de travailler avec une entreprise qui brasse des millions, mais peut-être un jour. Mais voilà, tu as forcément des considérations humaines à prendre en compte. Tu vois, c'est qu'un particulier qui veut une illustration pour un cadeau pour son fils. Enfin, tu vois, je te l'invente comme ça, mais tu vas évidemment pas penser de la même façon que comme quelqu'un qui gère une entreprise et qui va te demander un nouveau logo. Mm. Après, tu as aussi la nature de la presta. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, j'arrive à évaluer le temps que je passe sur tel type de prestation. Et ça m'a permis justement de facturer en conséquence. En fait, Ok. moi, je travaille avec un tarif journalier que je ne communique pas nécessairement, ça dépend, mais globalement, ça se trouve sur Internet, hein. Vous tapez tarif journalier, illustrateur indépendant, vous saurez à peu près combien je demande par jour. Euh, en fonction de la nature du projet, je me dis, OK, est-ce que ça va me prendre 2 heures? Est-ce que ça va me prendre une après-midi, une journée, 3 mois? Enfin voilà, il faut vraiment deviser en fonction de ça. Je vais te donner un exemple là. Suite au Festival de Cannes, justement, j'ai été contacté par un éditeur Mm. qui m'a vraiment déroulé un projet, qui m'a dit, voilà, j'ai un projet de jeu, j'aurais besoin de tant d'illustrations. Je ne vais pas donner le nombre et tout ça pour pas non plus... j'ai envoyé un devis à cette personne, et en fait, en l'envoyant, même en sachant que c'était ce que ça fallait, j'ai eu un petit hoquet de terreur intérieur en me disant, mais jamais il va passer ce devis. Jamais ça passe. Voilà, c'était un devis avec beaucoup de chiffres dedans, quoi. Mm. Mais en fait, quand tu relativises le truc, tu te dis, ouais, mais attends, on me demande énormément d'illustrations, donc ça va me prendre plusieurs mois de travail. Évidemment qu'à un moment, bah oui, ta facture, elle gonfle, en fait. En fait, moi, du coup, même mon devis, j'ai fait une sorte de médiane entre ce qui me paraissait legit, en fait, ce qui me paraissait légitime d'être payé pour ce temps-là, et ma vraie tarification. Donc j'ai essayé de trouver une médiane entre les deux, j'ai fait mon devis sur cette base-là, mais même en envoyant ça, je me suis dit, bah, s'il me recontacte, au final, ça va me prendre énormément de temps, et Bah je serai oui. juste payé normalement. Bah En oui. fait, c'est ça, c'est que je serai juste payé normalement pour ce taf-là. Même honnêtement un peu en dessous de mon tarif journalier avec cette histoire de médiane où je me suis dit je peux pas envoyer mon devis plein en fait. Mm. Il y a Donc des fois, sur on a tendance à se sous-évaluer. Et par contre, mhm, s'il y a des gens qui te suivent du coup sur Insta ou Twitch, tu peux leur poser la question, mais vous l'achèteriez à combien? Donc mhm, souvent, ils mettent une somme qui est en dessous. Et par contre, ouais, si tu leur poses la question, mais si je devais illustrer ça dans le monde, enfin partager tout autour pour vos mhm, amis autour, combien ça vaudrait quoi. Et là, le prix, il est vraiment exact. oui. Parce que souvent, il est au-dessus de que ce que toi, tu penses, quoi. Oui, bah oui, mais c'est normal. Et je veux dire, on est les premiers, en tant qu'indépendant, on est les premiers à vivre ça. Mm, C'est quand tu dois travailler, par exemple, en prestation avec d'autres indépendants sur des projets. Si entre guillemets tu es chef de projet et que c'est toi qui dois gérer le recrutement des autres prestataires, bah en fait tu vas travailler de la même façon. C'est ce qu'on appelle ça de l'hypocrisie, je sais pas. Je mm, crois que c'est juste la réalité moche du marché, c'est que nous on essaye de vivre correctement et donc du coup bah tu négocies aussi avec des prestataires. J'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas encore. Là, je te parle plus d'écho de personnes que je connais. Moi, j'ai pas encore eu à gérer de projet au point où je devais chercher des prestataires et tout ça. Mais c'est vrai que si un jour ça m'arrive, je vais être forcément
entre deux états à me dire, je veux payer les gens super bien, et en même temps, tu te dis, ouais, mais bah, si je les paye super bien, moi, je me paye mal, en fait. En Mm. fonction du budget, hein, peut-être que, je te dis ça, dans un monde idéal, le budget, il est très bien et ça permet de payer tout le monde correctement. Parce que là, du coup, l'intelligence artificielle, bah, ça fait que d'exploser. Est-ce que toi, tu l'utilises ou pas du tout? Alors, pas encore. J'ai testé Midjourney quand c'était Ouais. en bêta test, où tu avais plus ou moins autant de tests que tu voulais. Je me suis beaucoup amusé avec. Alors, absolument pas à des fins professionnelles à ce moment-là. Vraiment, c'était en soirée avec des copains et juste on pétait un câble quand on voyait les résultats et on se disait, mais c'est incroyable! Enfin voilà. Je suis je suis autant intrigué que terrifié par ça. Mm, Midjourney, je trouve que, enfin, je parle de Midjourney, mais on peut parler des IA globalement. Euh, c'est des outils qui, pour moi, vont devenir indispensables. Ça, on n'y mm, pourra rien. mm, Ça, on pourra absolument rien y faire. Et je me dis que plutôt que de faire partie des réfractaires et de complètement condamner la chose, pour moi, il faut le voir comme un outil mm, et pas comme une entité démoniaque qui vient nous voler notre travail. Même si c'est partiellement vrai, en fait. Il y a des entreprises qui utilisent juste de l'IA pour créer leur visuel. Malheureusement, ça marche. Parce que bah, voilà, l'IA se nourrit de tout ce qui existe et elle digère et elle produit des choses qui sont globalement de très bonne qualité, qui sont pas exemptées de défauts, mais ça te sort quand même des trucs assez fous. Je pense que ça dépendrait des projets sur lesquels je pourrais me retrouver, que ce soit personnel ou professionnel, enfin personnel ou commercial, on va dire plutôt. Je pense que ça peut vraiment avoir une super utilité. Il faut juste que, je pense qu'il faut que la législation se bouge. Il faut qu'on ait assez rapidement des outils qui permettent de détecter de l'IA et de pas permettre de vendre de l'IA pure. Pour moi, c'est ça le seul vrai ennemi des indépendants, c'est le fait de pouvoir vendre la production de l'IA. C'est si tu sais que tu peux être embêté ou même pénalisé pour vendre de l'IA, ça redevient qu'un outil. Ça mm. redevient qu'un outil justement à destination des créateurs, et dans ce cas-là, c'est un incroyable outil. Enfin, j'ai testé Midjourney, je m'amuse beaucoup avec ChatGPT en ce moment. Ça, c'est pareil, je trouve ça. Alors, dans le cas de mon travail, c'est beaucoup moins inquiétant du coup, mais c'est inquiétant pour d'autres domaines, où tu veux dire par exemple des auteurs ou enfin, voilà, tout ce qui a trait à... Ça peut impacter plein de métiers en vrai. Mm, Mais on va dire que moi, dans mon cas, illustrateur graphiste, ChatGPT, ça reste assez innocent. Mais ouais, non, non, tu sens la puissance des outils et tu sais que bah, cette puissance-là, elle va faire que croître. Enfin, mm. on va devoir y faire face. Oui, oui, bah, c'est comme l'arrivée d'Internet, quoi, où en fait, Ah bah, oui, les graphistes à l'époque ou ceux qui faisaient de la peinture, etc., ils disaient, bah non, on va pas du tout utiliser l'ordinateur, ouais. ça sert à rien et je vais continuer à dessiner avec mon crayon. Et en fait, Mhm. bah, ils passent à côté d'un truc, autant utiliser ce qu'on a Carrément, et connaître l'outil pour savoir ce qu'on a et que tu évolues avec, quoi. c'est ça. Donc, autant ouais, tester et voir ce qu'il en vaut et l'utiliser pour voir où est-ce qu'on peut aller plutôt que de passer à côté et Que critiquer. le renier complètement, c'est ça. Ouais. Mais Mm. c'est de toute façon, enfin, du coup, avec Twitch, enfin, même avec des proches, c'est des conversations qu'on a déjà eues assez souvent, où tu peux même remonter plus loin que ça, quoi. Tu peux remonter à la photographie. Mm. Tu peux te dire, la photographie, les peintres, ils ont vu arriver ça, ils ont vu arriver ça, ils étaient en mode, ils vont nous voler notre travail. Et puis, bah non, en fait, on a encore des peintres aujourd'hui. Enfin, Mm. c'est un métier qui existe. C'est peut-être plus aussi présent que, que pendant j'allais dire la période romantique et tout ça, mais ça existe encore, en fait. Le métier en lui-même n'a pas disparu, c'est toujours très demandé. Mm. Et au final, même les graphistes traditionnels, donc j'oppose traditionnel et numérique, hein. Mais même les graphistes qui travaillent en traditionnel sont en fait aujourd'hui, je pense, de plus en plus demandés parce que je pense qu'on revient aussi un petit peu à ça, à cette esthétique justement du tradi et moi je trouve ça génial. Mm. Alors même que je fais plus beaucoup de tradi, en professionnel je travaille quasiment plus du tout en tradi, mais moi je trouve ça génial de voir des gars qui sont capables de peindre des fresques avec un stylo bic, ou enfin tu vois, Mm.
je trouve ça trop bien que ce soit des pratiques qui existent encore et qui soient encore mises en avant, qui soient encore demandées. Mm. Tu prends Mister Doodle qui te remplit une salle blanche avec un marqueur noir. Si j'ai juste qui va faire le tour de la salle, qui va te remplir les murs de petits doodles. Je sais pas si t'as déjà vu ça, mais c'est exceptionnel, quoi. C'est un mec qui a un style de dessin hyper simpliste et qui te fait des fresques géantes juste avec des petits personnages au marqueur noir comme ça. Et Mm. tu... C'est voilà, j'allais dire c'est l'essence de l'art, mais non, c'est même pas vrai parce que bah, je travaille en numérique, donc ce serait me tirer une balle dans le pied. Mm. Mais je trouve toujours qu'il y a quelque chose de très beau dans le traditionnel. Mm. C'est pas mieux, c'est pas moins bien que le numérique, mais je reconnais qu'il y a une implication différente, en tout cas. Ouais, ça restera toujours de même, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est une grosse aide. En fait, pour moi, je le vois comme un stagiaire où tu lui demandes quelque chose et il va te faire le truc super. Et en fait, ça va t'aider énormément et tu vas gagner du Mhm. temps et tu vas rebondir dessus. Tu vas reprendre bah, ce qu'il a fait et retravailler dessus pour améliorer parce qu'il n'est pas encore parfait, mais je suis sûre que c'est sûr que ça va exploser et que ça va faire que de s'améliorer et c'est dommage de ne pas l'utiliser, quoi. Ouais. Mm. Là-dessus, je reste quand même un peu partagé dans le sens où c'est un, pour moi, l'un des métiers qui va le plus pâtir de l'intelligence artificielle, c'est le métier de concept artiste. Mm. Donc en gros, qui consiste à imaginer des choses. Pour moi, c'est là où l'IA est un problème, c'est que ouais, le travail de concept artiste, qui était un des métiers dans lesquels je voulais officier enfin voilà, avant de me retrouver là. Mais concept artiste, ouais, ça va être très très compliqué avec l'IA, dans le sens où maintenant, bah, en fait, tout le monde peut être concept artiste. Tout le monde Mm. peut taper son Prendre idée, des idées. et, Mm. et c'est ça le problème. Donc, je suis pas non plus hyper enjoué. C'est quand même quelque chose qui reste problématique. Mm. Parce que ça va avoir des répercussions négatives sur un marché qui est déjà hyper bouché. C'est Mm. déjà très compliqué de se faire reconnaître, de se faire. C'est un milieu où il y a déjà des milliers de personnes hyper talentueuses, donc faire son trou là-dedans, c'est déjà très compliqué. L'IA, ça va encore mettre un coup dedans. Va vraiment, en fait, il va vraiment falloir être exceptionnel d'ici quelques années, comme tu dis, quand l'IA elle aura corrigé ses défauts et qu'on se retrouvera vraiment avec un outil hyper performant. Il faudra vraiment être exceptionnel pour, euh, pour se confronter à ça, quoi. Du coup, tu es illustrateur donc dans plein de domaines, mais du coup, tu t'es un peu perfectionné en jeu de société ou t'as pas eu trop de demandes? Non, depuis la colline, j'ai pas eu de nouveaux projets en fait, même si j'aimerais bien. Justement, on s'est vu au Festival de Cannes, j'ai été invité par Gigamic là-bas, justement parce que le jeu avait été nominé aux As d'Or, et c'était génial justement. Enfin, j'ai rencontré plein de monde là-bas, je m'étais même fait des cartes de visite pour l'occasion, alors que j'en avais pas refait depuis des années. Et tu fais le tour du salon, tu vas voir les éditeurs, tu fais bonjour, je suis illustrateur. Enfin, c'est un autre monde. C'est quand même, moi je suis pas du tout habitué à ça et c'était quand même très particulier, mais assez génial. Et donc non, j'ai pas eu l'occasion de retravailler dans le jeu de société. Euh, Si tu veux, Ben, ouais, moi, j'aimerais bien. si tu peux nous partager ben, comment ça s'est passé, quel a été ton contrat pour la colline au feu follet, combien de temps ça a pris, comment Mhm. ça s'est passé? Ça s'est fait assez rapidement en vrai. Moi j'ai été contacté en février 2022. Oui, c'est ça. Donc il y a un peu plus d'un an. J'ai été contacté par Gigamic. Fait est que moi, c'est une boîte dans laquelle je postulais déjà il y a quelques années quand je n'étais pas encore indépendant. Donc, j'avais déjà repéré la boîte, je savais déjà qu'ils faisaient des trucs cool et tout. Donc, bah voilà, il y avait mon CV. Et on va pas se mentir, ça aide de connaître le graphiste de la boîte qui travaille depuis longtemps. Donc j'ai été contacté donc, directement par l'ami en question qui me dit, écoute, là on a un jeu qui arrive. Donc c'est un jeu qui est sorti en Allemagne, on fait de la localisation française. On a besoin de refaire la boîte de jeu. Et donc voilà, c'est un ami qui connaît bien mon travail, qui sait ce que j'aime faire, qui sait justement là où je me suis perfectionné. Et il me dit, et voilà, là, je pense qu'on peut te positionner dessus, tu vas gérer le taf. Bah, toi t'es en mode, d'accord, j'ai jamais fait de jeu de société, mais allons-y quoi. Et donc j'ai rencontré l'équipe de coédition de Gigamic, donc Étienne, Aurélia et Geoffrey, qui en gros m'ont expliqué. Ils m'ont présenté le jeu tel qu'il existait, ils m'ont présenté leurs idées, ce qu'ils voulaient. J'ai une sorte de petit brief en fait, mais assez ouvert, dans le sens où ils m'ont quand même invité à faire différentes propositions.
Et donc ça s'est fait comme ça. On a fait un ping-pong en fait littéralement. Donc moi j'ai fait des recherches visuelles, je leur montrais, on se disait ok on part dans cette direction. Moi ça me permettait d'affiner la composition. Re-ping-pong, on validait. Enfin voilà, on a fait vraiment, on a validé chaque micro-étape de l'illustration. On est passé, je pense qu'on est passé 5 ou 6 fois en revue sur des trucs que je proposais. Et ça s'est fait assez naturellement. J'ai pas eu de, comment dire, Le j'ai frein? pas eu de gros blocages. Ouais, Ouais. ouais, même que ce soit sur la technique utilisée ou le rendu. Globalement, bah, c'est bête, mais ils m'ont bien débauché parce que en fait, mon rendu sans forcer, en fait, un rendu qui m'est assez naturel, leur a plu tout de suite. Là où on a le plus travaillé vraiment de façon collégiale, c'est sur les couleurs. Là où mes premières propositions avaient une ambiance plutôt sombre, parce que c'était un peu aussi l'ambiance qu'on voulait donner, c'était la forêt, enfin voilà, fallait donner un côté un peu mystérieux. Mais c'est vrai qu'il fallait pas oublier que le jeu était à destination d'un public enfant, famille, donc on pouvait pas se retrouver avec moi j'avais vraiment des premières propositions qui étaient dans des teintes très violacées, très sombres et tout ça. Donc on a pas mal travaillé sur les couleurs, bah, notamment avec Geoffrey, donc leur graphiste. On a fait pas mal d'allers-retours là-dessus. Mais au niveau de la DA en tant que telle, du Kara design, j'ai pas eu de stop quoi. Ils m'ont laissé faire, ils m'ont vraiment laissé faire mon truc. Et non, c'était hyper organique comme process, c'était vraiment bien. L'illustration, quand tu l'as terminée, c'était au bout de combien de temps à peu près? Je te dirais que ça a dû prendre entre 3 semaines et un mois. Ok, ça marche. Je te dis, ça a été vraiment assez rapide. Euh, Là, je te dis, là, j'ai une dernière sortie de 31 mars, donc ouais, ça doit être à peu près ça, ouais, un gros mois, on va dire. Ben, ça a été en fait, ça a été mon projet principal. C'est ce qui aidait aussi, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas d'autres contrats à ce moment-là, donc j'ai pu me concentrer dessus. Et ils étaient hyper réactifs, très ouverts aussi à ce que j'avais à dire. Il y a eu des propositions de la part de Gigamic où, par contre, pour moi, c'était un non, quoi. Il y avait des choses où je disais, mais non, on peut pas faire ça maintenant, on peut plus, enfin, on peut pas se permettre en fait de tout modifier comme ça. Et ils entendaient l'argument parce que même la composition qui était existante servait le propos du jeu en fait. Ok. Donc non, non, ils ont été très à l'écoute. J'ai rien de négatif à dire sur ce projet. C'était vraiment cool à faire en tout cas. Et du coup, ça t'a incité à acheter le jeu et à vouloir y jouer ou pas du tout? Ils me l'ont offert. Ah oui, d'accord, ok. Ils me l'ont offert. Ouais, ouais, ouais. Ils m'ont gardé une copie quand il est arrivé. J'ai reçu un message. Bon, t'as ton jeu qui t'attend. Une énorme fierté de se dire que, bah déjà, c'est un objet qui plaît. C'est un objet qui a parlé à des familles, à des enfants, tout ça. Et c'est la première fois que je vois mon travail diffusé à aussi grande échelle, en fait. Mm. Maintenant, je sais que je peux aller dans un magasin de jeux de société dans le sud et je peux éventuellement retrouver mon travail. C'est Ah bah étrange. oui, C'est oui. vraiment Ouais. étrange. Et du coup, à la base, t'es joueur ou pas du tout? Je dirais que je suis joueur casu. Je pense que du point de vue d'un vrai joueur de jeux de société, je suis assez casual comme joueur. J'aime bien les party games, j'aime bien des jeux qui sont globalement assez rapides à jouer. Quand même, à quelques exceptions près, j'ai pas mal joué à Zombicide. Zombicide, ça reste comme une énorme référence. On a fait une paire de soirées là-dessus quand même. J'aimais bien Risk aussi. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais enfin voilà, ça reste globalement des jeux qui sont très connus. Je suis pas très connaisseur de peut-être de jeux plus niches, plus spécialisés. Après, en party game, bon, par exemple, on a Zik. Enfin, on a des jeux qui sont vraiment orientés soirée entre copains et trucs comme ça. J'aime bien le jeu de société. Tu me proposes une soirée de jeu de société, je viens avec plaisir. Je teste tous les jeux que tu veux me faire tester, il n'y a pas de souci. C'est peut-être juste une question de réflexe. J'ai plus grandi que le jeu vidéo avec l'animation. Enfin, j'occupais plutôt mon temps soit à jouer, soit à mater du film, des séries, des trucs comme ça, quoi. Enfin, c'était la première fois que t'allais au festival de jeux à Cannes? Ouais. Oui, c'était n'importe quoi. J'ai toujours pas compris comment je me suis retrouvé là-bas, mais non, ouais, c'était vraiment une première, première sur tous les aspects. C'était la première fois que j'étais débauché en tant qu'illustrateur pour participer à un événement. C'était la première fois que
Alors, pas la première fois que j'allais à Cannes, j'avais de la famille qui a vécu à une cinquantaine de kilomètres de là, plus dans les terres. Donc j'avais déjà vu Cannes, mais première fois que je rentrais dans le palais, quoi. Enfin, Mm. c'était assez Impressionnant. impressionnant. Ouais, Ouais, ouais. que la colline aux feux follet, donc ça se vend, bah, je sais pas combien d'exemplaires, fait que en fait, tu as une certaine autorité en fait, et crédibilité à aller vers les autres et dire, voilà, le jeu là, il a fonctionné. Si vous recherchez un illustrateur, je peux illustrer vos jeux, quoi. Ça, je m'en rends pas encore compte. Je dirais même que j'en doute un peu, dans le Ouais, sens où j'ai pas fait partie du process de création du jeu. Je suis pas, ok. j'ai fait partie de la version française, tu vois, mais je suis pas l'auteur du jeu, je suis pas la maison d'édition qui a sorti le jeu. Euh, moi, ce jeu me tient à cœur parce que forcément, c'est mon premier pas dans le jeu de société. C'est quand même quelque chose de super important pour moi. D'autres points de vue, on pourrait dire que, entre guillemets, j'ai été que prestataire sur le projet. Enfin, Mhm. ça dépend de comment les gens voient le truc. Mm. Moi, si ça s'avérait vrai, si ça me permettait de continuer à travailler dans le jeu de société et que ça m'avait permis d'avoir une certaine crédibilité, moi, j'en serais ravi, hein. Mm. Euh, si c'est vrai, j'en suis ravi. Mm. Mais je sais pas, il y a quand même ce petit doute persistant qui te dit, ben, le jeu de base, il est excellent en fait. Mm. Tu sais pas, en fait, c'est ça, tu sais pas si le jeu s'est bien vendu parce que le jeu de base est excellent ou si c'est parce que tu as fait du super travail sur l'illustration et que du coup, euh, voilà, t'es jamais sûr de est-ce que c'est le visuel ou est-ce que c'est le gameplay qui a vendu le jeu. Il y en a plein qui me disaient le retour de... C'est vrai que la colline au faux follet, rien que quand tu vois la boîte, tu as envie de l'acheter parce que tu la trouves belle et tu as envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Bah, ça me fait plaisir. après, je sais pas si à la suite de la colline au faux follet, bah, Gigamic t'a recontacté pour illustrer d'autres jeux où il n'y a pas eu de... Alors, c'est pas qu'il n'y a pas eu de suite, c'est que en fait, Gigamic, là, on est en train de. En fait, ils me débauchent en ce moment pour faire du graphisme pour eux. Ok. En fait, j'avais déjà pu remplacer justement Geoffrey qui travaille là-bas, qui était parti en congé, donc je l'avais remplacé sur cette période-là. Et là, depuis le début de l'année, je suis retourné travailler chez eux deux, trois fois. J'y retourne la semaine prochaine. Enfin voilà, ils me Ok. débauchent pour des petits contrats en fait en tant que graphiste pour filer un coup de main en interne, tout simplement. Et donc là, on est vraiment sur du graphisme pur. C'est pas pour illustrer du jeu de société. Là, on parle vraiment du travail qui est fait en interne sur les jeux. Mais non, pas encore de nouveaux projets. Euh, J'aimerais bien. J'aimerais Peut-être. bien. Et tu préfères travailler en tant que graphiste ou illustrateur? Les deux se complètent, t'aimes les deux autant l'un que l'autre? Je dirais que le travail de graphiste te demande moins d'implication personnelle. Mm. En tant qu'illustrateur, tu as tendance à mettre beaucoup de toi, même justement émotionnellement. Tu vois, par exemple, je vais produire un truc graphique, on va me faire des retours, on va me dire ça, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça va me glisser dessus et faire d'accord, tu vois. Je le prends pas exactement pareil dans l'illustration. T'apprends à gérer ça, t'apprends à te dire c'est pas personnel, c'est évidemment que ce soit de l'illustration ou du graphisme, ça reste un contrat, donc la personne avec qui tu travailles a des attentes. Mais c'est vrai que ça te demande plus d'implication, même d'un point de vue créatif. Alors ça c'est subjectif, hein. T'as des graphistes qui mettent énormément d'eux dans leur travail, mais je pense que c'est parce qu'ils sont graphistes, tu sais. Mm. Moi, vu que j'ai un petit peu les deux casquettes et que c'est le dessin qui a prédominé dans ma vie, en fait, tout simplement. Je pense que c'est pour ça que ouais, je mets un peu plus d'importance à ce qu'on peut dire de ce que je produis, ce qu'on peut me donner comme retour. Je pense que c'est normal, mais après, non, t'apprends à gérer ça. Après, est-ce Ok. qu'il y a vraiment un des deux que je préfère? Mm. C'est une bonne question. Je te dirais que graphiste, ça paye mieux. Ouais. Mais non, c'est le seul aspect. En vrai, les deux métiers sont super intéressants. Même le graphisme, hein, c'est un métier qui est en constante évolution. Les outils évoluent aussi tout le temps. Donc, non, les deux aspects sont super intéressants, en vrai. Je voulais rebondir sur le métier de graphiste. Est-ce que tu Mhm. peux nous en parler un peu plus? Bah, justement, qu'est-ce que tu fais avec Gigamic ou quels sont les projets que tu fais? Euh, alors, pour Gigamic, je peux pas parler de tout parce que c'est des choses qui sont des process internes. Mm. Mais par contre, je peux te parler de ce qui est vraiment tient du freelance.
Mhm. Là, par exemple, ils m'ont contacté pour monter des vidéos. Ok. Voilà. Donc, c'est complètement autre chose que ce que j'ai fait pour la colline. Monter des vidéos promotionnelles pour des jeux. Donc, eux, ils ont fait des tournages. Moi, je récupère les rushs et je fais du montage. Je crée la musique aussi, parce que je leur ai proposé de le faire, du coup. Donc, je m'occupe du montage, de la musique. Et ça, c'est un des projets qu'on a en ce moment. Et non, et pour l'interne, je peux. Bon, après, c'est pas. Il n'y a rien de secret défense, hein. C'est juste que sur le principe, vu que c'est du process interne, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on peut s'imaginer d'un travail de graphiste, hein. Ok. Ça va être de l'assemblage de boîtes de jeux, ça va être de la préparation de supports promotionnels, des choses comme ça. C'est assez varié aussi, en fait. Ok. On va travailler sur plusieurs médias. Et tu travaillais aussi en tant que graphiste pour la colline où Fofallait ou tu étais que illustrateur à ce moment-là? Non, non, pour la colline, j'étais uniquement illustrateur. Ok. Tout ce qui tient justement de l'assemblage de boîtes et tout ça, ça a été fait par l'équipe graphisme. Ok. Non, non, vraiment juste l'illustration parce que je la trouve quand même, je suis quand même assez fier de ça, et la typo du titre. Enfin, le Ok. titre en lui-même, en fait. Illustration et titre. Mais dans tout le reste, non, c'est Gigami qui s'en est occupé. Le Ah design oui, du bah titre. voilà. Ouais. Et du coup, à côté, bah, tu joues un peu aux jeux de société ou pas trop? En ce moment, pas trop. J'ai eu une période, bah, je pense que tout le monde, comme tout le monde pendant le Covid, hein, ça a été l'explosion du jeu de société, je pense. J'ai pas mal joué à ce moment-là. En ce moment, bah déjà, en ce moment, j'essaie de trouver du temps, globalement. Pas nécessairement parce que je déborde de contrat, il y a du boulot et tout ça, mais c'est un petit peu la période chargée, on va dire, par chez nous. On a énormément d'anniversaires, enfin voilà. J'ai Ok. pas eu beaucoup de temps en ce moment. Ok. Euh, non, et sinon, quand j'ai du temps, plutôt jeux vidéo, justement. Ouais, d'accord, ok. Ouais, voilà. Et du coup, quels seraient bah, tes projets futurs? À titre personnel, en ce moment, je suis en train d'apprendre la 3D. Parce que pareil, ça fait des années que tu regardes ça de loin et tu te dis, ça a l'air incroyable. Et ça l'est, mais c'est aussi incroyablement dur. C'est là que tu te dis que c'est vraiment un vrai métier, Mm. modélisateur 3D. Non, je suis en train de me former tout doucement à ça. Je suis en train de me perfectionner en montage vidéo aussi. J'ai des références de formation là enfin, que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui me permettent de creuser un peu le sujet aussi. Je continue à faire de la musique, ça j'ai jamais arrêté d'en faire en vrai, quelle que soit la situation. Plus pro et plus conditionnel, moi j'adorerais travailler sur euh, toute la DA d'un jeu, pour le coup. Ok. J'adorerais qu'on m'appelle pour un projet en me disant j'ai une idée de jeu, que moi je trouve l'idée de jeu géniale, et qu'on développe l'identité visuelle du jeu ensemble, voilà. C'est vraiment, c'est peut-être la seule petite frustration que j'ai sur la colline. Bon, frustration, on peut vraiment mettre d'énormes guillemets, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu la main sur le plateau, sur les figurines, enfin voilà, sur les éléments de jeu. En fait, une fois que t'as essayé, t'as envie de tout faire. Là, j'ai envie d'attaquer le jeu et qu'il y ait rien. T'as une page vierge et tu dis, ok, on a tout à faire, quoi. Mm. C'est même, je pense même que je kifferais d'autant plus faire ça en équipe. Je Mm. pense que je trouverais ça vraiment génial de faire ça avec d'autres illustrateurs, même d'autres graphistes, tu sais. C'est, J'aime bien le travail d'équipe globalement. C'est un Mm. truc qui me parle bien et ouais, ouais, faire un jeu de société peut-être plus orienté adulte, peut-être un peu plus expert, mais avec une DA mignonne, T'aimerais tu bien être vois. créateur de jeu, de créer un jeu? Je pense pas être assez bon pour ça dans la conception, tu sais, la conception même, le Le fait d'imaginer prototype, un ouais. jeu, ouais, Mm. ouais, prototyper un jeu. J'ai déjà eu des idées, hein, comme tout le monde, mais de là à dire j'aimerais être créateur de jeu, je pense que j'aurais encore quelques trucs à apprendre avant de me lancer là-dedans. Mais l'avantage, c'est que bah, justement, avec la colline et tout ça, enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui créent des jeux. Mm. Donc ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Peut-être qu'à un moment, on se posera, on se dira, ok, on se lance, on prend un de mes protos et puis on s'y met. Ouais, faire un jeu de A à Z. C'est bien Ok. le truc qui me Et plairait à bien fond, ouais. un jeu de société parce que du coup, il y avait aussi le lien aussi avec les jeux vidéo. Euh, Mhm. Ça serait Ah bah. n'importe quel jeu. Non, ouais, c'est trop de boulot. Ah non, 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 enfin, si, oui, si, si. Mais dans tous les cas, c'est trop de boulot.
Dans tous les cas, c'est à partir du moment où tu veux créer un projet de A à Z, de toute façon, Mm. tu sais que tu vas y perdre tu vas y perdre Tu quelques vas points de santé t'investir en mentale. temps et en argent. Ouais, ouais, ouais. Mais non, que ce soit le jeu de société ou le jeu vidéo, moi, les deux univers m'intéressent. Je dirais, du jeu vidéo, j'en ai déjà fait de façon amateur. T'as des game jams. T'as peut-être déjà entendu parler de ça, ouais, voilà. Donc t'en as aussi Mm. pour le jeu vidéo, du coup. Et ça, j'en ai fait plusieurs, et c'est la meilleure sensation. Quand tu arrives au bout des 3 jours et que tu balances ta petite démo de jeu, t'as mis de la sueur et du sang dedans, mais c'est un sentiment de satisfaction assez intense. Et la colline, ça a été un peu ça aussi. La Mm. colline, quand le jeu est sorti, tu te dis, ah, putain, c'est vraiment en train d'arriver, quoi. Donc Mm. je crois que c'est ça. C'est créer des jeux globalement, que ce soit du jeu vidéo, du jeu de société. Je crois que j'ai trouvé mon truc là-dedans. Je sais que moi, je m'y moi, je m'y plairais en tout cas. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon joueur? Ah! Qu'est-ce qu'un bon joueur? Donc du coup, je peux répondre de façon globale. Ouais. Ouais. Pour moi, un bon joueur, déjà une personne qui va être capable de comprendre qu'elle comprend pas. Je C'est pas pense que mal c'est ça. important. Je pense que c'est important. Moi, par exemple, on m'a présenté Zombicide la première fois. J'ai été le mec relou qui posait des questions toutes les 2 minutes, qui questionnait toutes les règles, même si on lui avait lu juste avant, et qui questionnait tous les cas de figure. Mais je pense que j'étais insupportable sur mes premières parties. Et je pense que ce soit dans le jeu de société ou le jeu vidéo, c'est une bonne qualité de toujours se dire, ok, je comprends pas, mais c'est pas grave. On va y arriver quand même, tu sais. Et, et puis après, être bon perdant, c'est important. Mm. C'est important. Je pense que tu peux jouer pour la gagne. Tu peux être là pour Mm. la gagne complètement, mais ouais, je pense que c'est important d'être bon perdant. Ne serait-ce Ok. que pour les gens autour de toi, quoi. Ok. C'est Et ouais. du coup, quel est ton type de jeu? Qu'est-ce que tu préfères? En société, du coup. Ouais. Bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas que c'est mes jeux préférés, c'est que c'est les jeux faciles à sortir. Donc, t'as ouais, les party games, les jeux d'ambiance, les trucs comme ça. Je dirais qu'à titre plus perso, j'aime bien les jeux où tu as de l'engagement. Où tu sais que c'est pas nécessairement une histoire de la partie va être longue ou pas, mais juste si le jeu arrive à m'engager, si j'arrive à rentrer dedans, en fait. Si j'arrive à me dire, ok, il n'y a plus rien d'autre qui compte que le jeu. On est là pour ça. Pour moi, le jeu marche. Que ce soit un Mm. gros jeu de stratégie ou même justement juste un jeu d'ambiance, hein. Il y a des jeux d'ambiance comme ça qui marchent très bien. Quand tu arrives à complètement t'immerger dedans, je trouve ça trop bien. Eh ben, quel est ton jeu du moment? Quel est le jeu parce que forcément, on a des jeux préférés qu'on préfère plus que d'autres, mais Ouais. là, si tu devrais jouer à un jeu, quel serait le jeu auquel tu aimerais jouer? Je vais volontairement répondre à côté, c'est Elden Ring. Ok. Mais plus sérieusement pour le sujet, on m'a fait découvrir récemment un jeu, c'est The Horror Attack. C'est Ok. volontairement c'est très mal écrit justement. Et c'est un jeu de deck building qui est une mécanique juste toute bête, mais qui marche trop bien. Tu vas avoir des cartes de type héros et des cartes de type méchant. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est un jeu qui a des extensions, et en fait, tu peux jouer avec toutes les extensions rassemblées, alors qu'elles ont aucun rapport niveau univers. Tu vas bosser avec les mythes victoriens, tu sais, tu vas avoir les créatures type Frankenstein, Dracula, tout ça. Tu vas te retrouver avec des aliens, tu vas te retrouver avec... C'est complètement... En fait, du coup, le mélange devient complètement absurde, mais c'est juste un jeu de deck building où tu dois réussir à assembler le plus de cartes d'un même type en fonction du rôle qu'on t'a attribué en début de partie. T'as des effets qui rappellent un petit peu des effets à la Magic. Donc, t'as vraiment une dynamique, en fait, où d'un coup d'un seul, tu vas poser une carte qui va faire, bon, en fait, toutes tes cartes type héros, bon, elles viennent dans mon camp. T'as des Ok. effets qui peuvent complètement retourner la partie comme ça. Donc, c'est assez scandaleux des fois, mais, mais non, j'ai trouvé ce jeu-là vraiment très sympa. Déjà, bah, je voulais te remercier de Ok? nous avoir partagé cette interview. Et Bah, merci à toi. comme tu as baigné un petit peu quand même dans le monde du jeu de société, quelles Mhm. seraient pour toi les personnes que je pourrais interviewer et que tu connais? Oh là, je pourrais t'en conseiller déjà pas mal, en fait. Ah bah c'est bien, Ça, c'est hein, tout me terrible. va. Ça, c'est terrible. Alors, quelqu'un qui... Alors ça dépend parce qu'elle a deux casquettes. Sur les réseaux, elle est connue bah, justement comme... j'utilise le terme influenceuse de façon très générale, mais plutôt comme influenceuse de société.
Et à côté de ça, elle travaille justement dans le jeu de société. Donc, en tout cas, je pourrais vous conseiller. Je pourrais vous conseiller sur les réseaux le labyrinthe d'Ariane. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça son pseudo Insta. Si c'est pas ça, je suis vraiment désolé. Une personne que j'ai trouvée adorable et je ne savais pas qu'elle était aussi suivie d'ailleurs, que j'ai rencontrée au Festival de Cannes. Fannifique. Fanny Folie. Non, c'est Fannifique. Je suis quasi sûr que c'est Fannifique. Ça fait pas longtemps que je suis là-dedans, mais ça m'a déjà permis de rencontrer plein de gens vraiment Mm, super intéressants. mm. Ouais, je pourrais te conseiller quelques personnes vraiment cool à interviewer, ouais. Ouais, ouais. Parce que du coup, le but de la chaîne Le Coin des Joueurs, donc, c'est de valoriser toutes les personnes qui adhèrent un Mhm. jeu de société et Ah que bah bah, voilà. forcément, on ne connaît pas tous les métiers et bah, c'est toujours intéressant de connaître, quoi. Ça marche. Bah, je demanderai aux personnes à qui je pense et je pense que bah, voilà, je te filerai les contacts. Ok, super. Bah, je ne sais pas si tu aurais un conseil à donner aux joueurs. Non, soyez cool, c'est important, mais ça reste que du jeu. Quand on joue, voilà. Restez cool, mais, mais tabassez bien vos adversaires quand même. Voilà. Et du coup, bah, tu me fais penser à bah, quel conseil tu donnerais aux illustrateurs? Juste accrochez-vous. Juste, c'est dur, mais accrochez-vous parce que bah, quand tu te retrouves là, ça en vaut la peine. Quand tu te retrouves à vivre des projets comme ça en vaut la peine. Ouais, ça va être difficile, mais accrochez-vous, ouais, je dirais. Ok. Et faites-vous confiance. Ça, c'est important aussi. Ok, ok. Bon, bah, merci Clément pour Merci à bah, toi. cette interview. Merci beaucoup. Bah, je te dis à une prochaine. Ça marche.